Maintenant que vous savez manipuler et effectuer des calculs sur vos données en utilisant la librairie Pandas, il serait intéressant de pouvoir les visualiser. Salut à tous et bienvenue sur Mastering AI. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept très fondamental dans l'univers de la data science qui est celui de la visualisation des données. Dans un monde où les données sont de plus en plus abondantes, il est capital de pouvoir les interpréter afin de les exploiter rapidement et efficacement. Quoi de mieux qu'une visualisation afin de pouvoir déceler des tendances, des relations entre variables et même des insights cachés. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à utiliser deux bibliothèques très populaires en Python pour la visualisation des données, à savoir Matplotlib et Seaborn, afin de pouvoir dessiner des graphes spécifiques que vous utiliserez très fréquemment lorsque vous analyserez vos données. Nous allons donc expérimenter divers types de graphiques comme les nuages de points, les courbes continues, les histogrammes de fréquence, les diagrammes en bâton et les diagrammes circulaires et bien d'autres. L'objectif étant de vous donner les clés afin de pouvoir transformer les chiffres en visuels qui parlent d'eux-mêmes. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo à la fin de la leçon si elle vous a plu et à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines leçons. Sans plus tarder, c'est parti. Alors nous allons débuter avec les nuages de points. Il s'agit de graphiques qui permettent de représenter les relations qui existent entre vos variables 2 à 2 afin de pouvoir déceler des regroupements, des corrélations ou des anomalies dans vos données. Ils sont essentiels pour vous donner un aperçu des tendances ou des modèles qui peuvent exister dans vos données. Voyons comment les utiliser. Nous allons débuter avec l'expérimentation des nuages de points. Premièrement, nous allons importer le module pyplot de Matplotlib. Nous allons également importer la librairie NumPy, à partir de laquelle nous allons pouvoir générer nos tableaux de valeurs qui seront utilisés en abscisse et en ordonnée. Ensuite, nous allons déclarer notre vecteur X qui va contenir la liste des valeurs qui seront en abscisse. Nous allons générer 100 valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1 en utilisant la fonction numpy.random.random. Cette fonction permet de générer, comme nous pouvons le voir, une liste de valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1. Et nous pouvons préciser le nombre de valeurs que nous souhaitons générer. Nous allons générer 100 valeurs dans ce cas. Nous allons ensuite générer un second vecteur de valeur Y, également compris entre 0 et 1, généré également de façon aléatoire. Ensuite, nous allons définir notre figure en utilisant plt.figure, suivi de la déclaration de notre nuage de points en utilisant la fonction scatter. On passera le vecteur des valeurs en abscisse suivi de celui en ordonnée. Afin de pouvoir afficher notre figure, nous utiliserons la commande plt.show. Si l'on exécute notre code, nous pouvons voir que nous avons notre nuage de points dont les valeurs en X représentent les valeurs du vecteur X et les valeurs en Y représentent les valeurs du vecteur Y. Pour l'instant, nos axes ne sont pas correctement labellisés pour nous permettre de distinguer chacun des vecteurs. Pour ce faire, nous pouvons donc ajouter des labels à nos axes. Nous allons utiliser la commande plt.xlabel pour définir le label en abscisse. Nous allons appeler X et plt.ylabel pour définir les labels en ordonnée. Si on exécute, on peut voir que nos axes ont été correctement labellisés. Nous pouvons également définir un titre à notre figure. Pour cela, nous utiliserons simplement la commande plt.title et nous dirons nuage de points. À l'exécution, nous pouvons effectivement voir que le titre a été correctement défini. En définissant votre figure, vous avez également la possibilité de préciser la dimension de cette figure. Vous définirez ainsi le paramètre fixSize de la fonction figure et vous préciserez des valeurs entières qui définiront la dimension de votre figure horizontalement et verticalement. Vous passerez dans un tuple dont la première valeur représentera la taille de votre figure horizontalement et la longueur de votre figure verticalement. Dans notre cas, prenons 7 par exemple. Si on exécute,
on peut voir que nous avons une figure beaucoup plus grande que les précédentes. Vous avez également la possibilité de dessiner sur un même graphe deux nuages de points. Pour cela, nous allons déjà appeler notre vecteur y1 et définir un second vecteur que nous allons également générer aléatoirement. Et ensuite, nous allons dessiner le second nuage de points en ajoutant un autre plt.scatter. Précisons les valeurs en abscisse et la valeur en ordonnée qui sera y2 dans ce cas. Si on exécute, on peut voir que nous avons deux nuages de points sur un même graphe. Mais à l'état actuel, il est assez difficile de distinguer quel nuage de points représente le vecteur y1 et lequel représente le vecteur y2. Nous pouvons ainsi définir une légende à notre figure afin de faire cette distinction. Pour cela, nous allons simplement ajouter un paramètre supplémentaire à un nuage de points qui sera label et nous appellerons y1 et un second label pour y2. C'est ça. Voilà. Afin que ces labels puissent être affichés dans la légende, nous allons utiliser la fonction plt.legend avec un D. Ici, on exécute. On peut voir effectivement qu'une légende a été définie permettant de distinguer chacun de nos nuages de points. Imaginons qu'au lieu de générer des valeurs aléatoires pour nos vecteurs y1 et y2, nous générions des vecteurs qui soient, dans un cas, une fonction linéaire de notre vecteur x et dans l'autre cas, une fonction logarithmique de x. Nous pouvons le faire en utilisant toujours NumPy, en faisant y1 égale, disons, 2 fois logarithme de x. Ce sera un numpy.log de x, auquel nous ajouterons un bruit, un vecteur de bruit, pour que la relation logarithmique ne soit pas parfaite. Donc, nous allons ajouter un vecteur de valeur aléatoire, toujours comprise entre 0 et 1. Nous ferons pareil pour y2. Supposons que nous définissons une fonction linéaire de y2 en fonction de x avec 8, un coefficient 8 fois x plus également un certain bruit pour que la linéarité ne soit pas complètement parfaite. Si nous exécutons ce code, nous pouvons voir très bien que notre vecteur y2 présente effectivement une tendance linéaire en fonction de x et que le vecteur y1 présente une tendance plutôt logarithmique. Ainsi, lorsque vous analyserez vos données pour distinguer d'éventuelles relations qui existeraient entre vos variables, en utilisant des scatterplots, vous pourrez avoir de telles visualisations pour vous donner une idée du type de relation qui peut exister. Maintenant, imaginons que nous souhaitions afficher ces deux graphes dans deux repères différents. Ce que nous ferons, c'est de définir ce qu'on appelle des subplots, c'est-à-dire des sous-graphes, dans lesquels nous mettrons chacun de nos nuages de points. Pour ce faire, après avoir défini notre figure, nous allons définir un premier sous-graphe, un premier subplot. Et à la fonction subplot, nous allons passer 3 paramètres. Par exemple, vu que nous souhaitons afficher deux graphes correspondant à nos deux nuages de points sur une même ligne, nous allons préciser que nous avons besoin d'une ligne et de deux colonnes et que le graphe qui contiendra le nuage de points y1 sera le premier élément sur la ligne. Après avoir défini ce subplot, nous allons appeler la fonction scatter pour dessiner le premier graphe et nous pouvons définir ensuite les axes de ce premier graphe. Il faudra également définir la légende, le plt.legend, afin que ce label y1 puisse être affiché sur le premier graphe. Nous ferons pareil avec le second graphe. Nous ferons un plt.subplot, une ligne, nombre de lignes,
deux colonnes, mais notre second graphe sera le second élément de la ligne. Nous dessinons notre second graphe. Nous précisons les labels, les axes et la légende pour afficher ce label. Et nous allons définir un titre pour notre figure. Pour pouvoir afficher un titre global pour toute la figure, nous pouvons utiliser la fonction plt.subtitle. Ouais. Et ensuite plt.show pour afficher la figure. À l'exécution, nous pouvons voir que nos deux nuages de points sont affichés dans deux repères différents avec le label. Si nous souhaitons définir deux couleurs bien distinctes pour chacun de nos nuages de points, comme c'était le cas tout à l'heure lorsqu'ils étaient dans un même graphe, nous pouvons spécifier un paramètre supplémentaire à notre fonction scatter, qui sera un paramètre C indiquant la couleur. Et nous allons préciser une couleur en utilisant juste la première lettre de la couleur. Par exemple, si nous voulons que notre premier nuage de points soit bleu, nous ferons un B. Et si nous voulons que notre deuxième nuage de points soit vert, nous ferons un G pour green. Si on exécute, nous pouvons voir effectivement que les couleurs de nos deux nuages de points ont été bien définies. Nous pouvons ajouter autant de repères que nous voulons sur notre figure. Par exemple, si nous souhaitions dessiner 4 figures, pour cela nous aurons besoin de définir deux autres vecteurs, Y3 par exemple. Nous pourrons également définir Y3 par exemple comme une fonction exponentielle de x, disons numpy.exp, plus évidemment un certain bruit pour que la fonction exponentielle, pour que l'exponentialité de y3 en fonction de x ne soit pas parfaite. Et nous définirons un dernier vecteur y4 qui sera une autre fonction linéaire par exemple, mais avec une pente peut-être négative. Point x plus ce bruit. Je tiens à préciser que à chaque fois je définis 100 comme taille de notre vecteur parce que x est un vecteur de 100 valeurs. Pour que l'addition soit correctement faite entre les deux vecteurs, entre ce vecteur linéaire, exponentiel, linéaire ou logarithmique et ce vecteur du bruit, il faudrait que les deux vecteurs numpy aient la même dimension. Ainsi, nous pourrons ajouter également deux autres subplots comme on s'est dit. On va copier ceci, coller là et coller là. Nous allons donc redéfinir le nombre de lignes pour chacun de nos subplots. Vu que nous voulons utiliser deux lignes et deux colonnes, nous allons préciser deux lignes là. On va sélectionner en même temps et on va modifier directement. Et nous allons redéfinir également les indices de chacun de nos subplots. Ce premier graphe sera affiché à la première ligne et à la première colonne. Celui-ci à la première ligne et à la deuxième colonne. Le troisième à la deuxième ligne et à la première colonne. Et le dernier à la deuxième ligne et à la deuxième colonne. Donc, pour cela, nous allons préciser ici 3 et celui-ci 4. Ensuite, nous allons repréciser ici Y3 et ici Y4. Nous pouvons également définir des couleurs différentes en utilisant du rouge par exemple pour Y3 et du jaune comme yellow pour Y4. Donc si on exécute, on peut voir effectivement que nous avons sur notre figure 4 graphiques dans des repères bien distincts. Le premier montrant la tendance logarithmique de Y1 en fonction de X comme cela a été défini. Y2 et Y4 montrant des tendances linéaires avec des pentes différentes et Y3 montrant une tendance exponentielle. Les line plots ou graphiques de lignes sont des courbes qui vous permettent de suivre l'évolution d'une variable au fil du temps ou selon une autre dimension. Ils mettent en évidence les variations de votre variable avec d'éventuels pics et creux qui peuvent exister et vous aident à comprendre et à anticiper les comportements futurs de cette variable. Imaginons qu'au lieu de dessiner des nuages de points pour représenter les relations entre nos valeurs en Y et les valeurs en X, que nous souhaitions dessiner des lignes continues. Pour ce faire, nous allons premièrement ordonner les valeurs
ils sont dans notre vecteur X afin qu'elles soient correctement affichées sur l'axe des abscisses. Parce qu'en générant aléatoirement, les valeurs sont générées de manière désordonnée. Donc, si nous voulons ordonner les valeurs en X, nous allons utiliser la fonction sort qui va ranger les valeurs du vecteur X du plus petit au plus grand. Ensuite, nous allons utiliser la fonction plt.plot pour pouvoir dessiner une courbe continue pour représenter les valeurs de y1 en fonction de x. Nous allons juste enlever ces paramètres nommés car la fonction plot ne les considère tout simplement pas. Nous ferons pareil pour notre second graphe. Plot. Nous allons enlever ces deux paramètres. Pareil ici. Nous utiliserons plot. Nous allons les rangs x et y. Si nous exécutons, nous pouvons voir effectivement que en utilisant notre fonction plot, nous avons pu dessiner des graphiques continus pour représenter les valeurs des vecteurs y en fonction des valeurs qui sont en x. Nous pouvons voir que les tendances dans ce cas sont toujours respectées. Dans ce cas, nous avons une tendance assez logarithmique, des tendances linéaires dans ces deux cas, même si il y a un peu des zigzags, et c'est normal parce que la fonction plt.plot va tout simplement lier chacun des points présents dans chaque vecteur par des lignes. Si nous supprimons ces bruits pour avoir des courbes parfaitement lisses, par exemple là, nous allons retirer tout simplement ces bruits dans ces cas, afin que les valeurs dans les vecteurs y représentent de façon parfaite les fonctions qui étaient définies. Donc, si on exécute, on pourra voir dans ces cas que nous avons une courbe logarithmique lisse et également des courbes linéaires bien définies. Pareil pour la fonction exponentielle. Les diagrammes en bâton vous permettent de comparer facilement diverses catégories en relevant les différences et les proportions entre chaque catégorie. Les histogrammes de fréquence, quant à eux, montrent la distribution d'une variable continue en regroupant les valeurs par intervalle. Ils aident notamment à comprendre comment les données se repartissent, à identifier les regroupements ou les écarts et plus généralement à identifier la distribution d'une variable. Supposons que nous souhaitions dessiner un diagramme en bâton représentant 4 catégories ayant chacune une valeur entière. Nous allons premièrement définir nos catégories dans un tableau de chaîne de caractères que nous appellerons catégorie. Définirons catégorie A, B, C, puis D. Ensuite, nous allons générer aléatoirement un tableau NumPy de valeurs entières comprises entre 10 et 100 de la manière suivante. On va appeler valeur égale numpy.random.randInt qui permet de générer un tableau aléatoire de valeurs entières comprises entre une certaine valeur, dans ce cas 10, et 100. La taille de notre tableau sera 4 pour correspondre au nombre de catégories que nous avons. Ensuite, pour dessiner notre diagramme en bâton, nous allons premièrement dessiner, comme d'habitude, une figure. Ensuite, nous allons définir notre diagramme en bâton avec plt.bar, où nous allons préciser en abscisse les catégories qui doivent être affichées et en ordonnée les différentes valeurs, avec le paramètre height qui veut dire hauteur, pour représenter la hauteur des valeurs de chaque catégorie. Ensuite, nous allons labelliser nos axes, xlabel, pour préciser qu'en abscisse, on a des catégories et qu'en ordonnée, nous avons des valeurs. Ensuite, nous allons tout simplement afficher la figure avec plt.show.
À l'exécution de ce code, nous pouvons voir effectivement que nous avons notre diagramme en barre qui représente les différentes valeurs correspondant à chacune de nos catégories, les valeurs ayant été générées aléatoirement. Et nous pouvons voir que les axes ont été bien labellisés. Maintenant, nous pouvons paramétrer notre diagramme en bâton comme nous le souhaitons. Par exemple, si nous souhaitons modifier la largeur de chacun de nos bâtons, nous pouvons spécifier un paramètre width. Par défaut, comme nous pouvons le voir, il est à 0,8, mais nous pouvons mettre par exemple 0,4 pour avoir des bâtons plus minces. Si on exécute, on peut effectivement voir que la largeur de nos bâtons a été réduite. Nous pouvons voir dans ce cas que les hauteurs de chacun de nos bâtons ont changé. Ceci est normal parce qu'à chaque exécution, nous générons de façon aléatoire des valeurs. Nous pouvons décider de stabiliser en quelque sorte ce caractère aléatoire en définissant ce qu'on appelle un seed juste en haut, numpy.random.seed, et en lui fournissant une valeur entière. Et grâce à cette commande, à chaque fois que nous allons exécuter ce code, la fonction randin va générer les mêmes valeurs. Par exemple, si nous exécutons pour une première fois, nous pouvons voir que nous avons cette configuration de valeurs aléatoires qui ressemble à celle que nous avons générée en premier. Si nous arrêtons le programme et que nous exécutons à nouveau, nous voyons que les mêmes valeurs sont générées. Donc, comme je le disais, nous pouvons customiser notre diagramme en bâtons. Nous avons réduit la taille des bâtons par exemple. Autre chose que nous pouvons faire, c'est modifier la couleur de chacune, la couleur des barres en spécifiant le paramètre color. Dans ce cas, c'est color entièrement, à l'opposé du scatter plot où c'était juste avec le paramètre C. Et là, nous allons par exemple dessiner, utiliser la couleur bleu ciel, sky blue. Et si nous exécutons, nous pouvons voir que nos bâtons ont une couleur bleu ciel. Nous pouvons également changer la manière dont les labels sont affichés en abscisse. Par exemple, ici, nous pouvons remarquer que chaque catégorie est affichée au centre du bâton. Nous pouvons décider d'afficher les catégories plutôt en bordure. C'est-à-dire que si nous changeons par exemple le paramètre align, comme nous pouvons voir, il peut prendre deux valeurs possibles, center ou edge, et par défaut, il a center. Donc, si nous changeons le paramètre align et nous mettons edge, en exécutant, nous verrons que nos catégories sont affichées en bordure gauche et non plus au centre comme c'était le cas tout à l'heure. Alors, nous allons expérimenter les histogrammes de fréquence pour visualiser une distribution bien connue en statistique qui est celle de la loi normale. Pour cela, nous allons premièrement générer un vecteur de valeur qui suit la distribution de la loi normale en utilisant numpy.random.randn et nous allons préciser le nombre de valeurs que nous souhaitons générer. Dans ce cas, nous allons afficher notre histogramme sur la même figure que celle de nos diagrammes en bas, mais dans un graphique différent, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les subplots. Donc déjà, nous allons définir un premier subplot. Nous aurons une ligne dans ce cas, deux colonnes, et le diagramme en bâton sera sur la première colonne de la première ligne. Donc ensuite, nous avons le plt.bar. Nous allons faire un plt.title pour le diagramme en bas. On va nommer diagramme en bâton. Et nous allons générer un deuxième subplot, une ligne, deux colonnes, où nous allons dessiner notre histogramme en utilisant la fonction hist. Nous allons lui passer en paramètre notre tableau de valeurs généré, suivi d'un autre paramètre qui est bins.
que nous allons définir dans ce cas à 20 pour un début. Bins ici est un paramètre qui indique le nombre d'intervalles que nous souhaitons générer. Ensuite, nous pouvons spécifier la couleur que nous souhaitons, par exemple green. Nous allons également labelliser nos axes, X-label. Sur l'axe des abscisses, il s'agit des différentes valeurs de notre loi normale. On dit valeur. Et en ordonnée, il s'agit des fréquences de chaque intervalle. Dans ce cas, il s'agissait plutôt plus spécifiquement des intervalles en abscisse, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bins représente le nombre d'intervalles que nous souhaitons générer pour pouvoir dessiner notre histogramme. Parce que ce que fait l'histogramme, en quelque sorte, c'est à partir d'un tableau de valeurs, elle va générer un certain nombre d'intervalles, puis elle va classer chaque valeur de notre tableau dans les différents intervalles, puis à la fin, elle va compter le nombre d'occurrences ou en quelque sorte le nombre de valeurs qui se retrouvent dans un intervalle donné et qui sera représenté en ordonnée. Donc, nous pouvons également définir un titre pour cette figure, histogramme de la distribution normale. La fonction show pour pouvoir afficher. Donc, si on exécute notre code, nous pouvons voir nos deux graphiques, notre diagramme en bâton précédent et l'histogramme des fréquences de la distribution normale. Et nous pouvons voir en abscisse les intervalles et en ordonnée les fréquences de chaque intervalle. Si nous comptons bien le nombre d'intervalles que nous avons, il correspondra bien au nombre de bins que nous avons défini là. Donc, par exemple, si on souhaite bien les compter, on peut définir par exemple le bins à 8. Nous exécutons. Si nous comptons dans le nombre d'intervalles, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui correspond effectivement au nombre de bins que nous avons défini. Nous pouvons, tout comme le diagramme en bâton, customiser le graphique des histogrammes de fréquence, par exemple en modifiant la couleur. Dans ce cas, nous avons défini le vert. Vous pouvez choisir une autre couleur. Nous pouvons également définir l'opacité de notre histogramme. C'est une valeur qui va définir en quelque sorte le niveau de transparence de notre graphique. Et cette opacité est définie à travers le paramètre alpha, que nous allons préciser à 0,3 par exemple. Si nous exécutons, nous verrons que notre graphique des histogrammes est beaucoup plus transparent qu'avant. Et si nous augmentons la valeur de alpha, son opacité sera cette fois-ci beaucoup plus foncée, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, définir l'orientation de votre histogramme. Dans notre cas, il est par défaut orienté selon la verticale. Si nous souhaitons le modifier pour définir une orientation horizontale, nous spécifierons le paramètre orientation equals to horizontal. Si nous exécutons, nous verrons que notre histogramme est plutôt orienté sur l'horizontale. Ou en ordonnée, cette fois, on a plutôt les intervalles, mais en abscisse, les fréquences. Mais dans ce cas, il faudra penser à bien redéfinir vos différents labels. Donc, normalement, on devrait changer X label pour le mettre à fréquence et Y pour mettre à intervalle. Cible nous permet également de dessiner l'histogramme de fréquence d'une distribution, mais plus encore, de dessiner la courbe de densité associée. Si nous voulons le réaliser, déjà, nous avons importé le module Seaborn de cette manière, import Seaborn as SNS, et nous pouvons ajouter un autre subplot. Dans ce cas, disons que nous allons dessiner 2 lignes et 2 colonnes. Nous ajoutons un autre subplot, 2 lignes
2 colonnes. Et notre graphe sera à la 3e position, c'est-à-dire à la 2e ligne, première colonne. Ensuite, nous ferons un sns.histplot. Nous allons passer en paramètre les données qui seront toujours nos data. Ensuite, le nombre de bins, 8 également dans ce cas. Ensuite, nous allons préciser le paramètre KDE égale à true pour dire que nous souhaitons dessiner l'histogramme de fréquence et dessiner la courbe de densité associée. Donc, nous allons ensuite faire un plt.show. On va juste le retirer de là. Et nous allons un peu agrandir la taille de notre figure afin de pouvoir bien afficher chacun de ces graphiques. On va mettre un 10, 8. Si on exécute, nous pouvons bien visualiser notre histogramme de fréquence dessiné avec Seaborn, avec la fonction de densité estimée. Nous pouvons voir qu'il a effectivement 8 intervalles, comme nous l'avons bien précisé. Les heatmaps ou cartes de chaleur vous permettent de visualiser des matrices ou des corrélations entre variables. En utilisant des variations de couleurs pour représenter les valeurs, elles permettent de repérer facilement des zones de concentration, le niveau de corrélation ou de différence entre les variables. Voyons comment l'expérimenter avec Seaborn. Nous allons définir un autre subplot, 2 lignes, 2 colonnes, et nous allons positionner notre heatmap dans la 4e figure. Nous allons ensuite générer les données qui seront utilisées pour dessiner notre heatmap. On va les appeler data heatmap égale, nous allons générer aléatoirement en utilisant encore numpy.random.rand et nous allons préciser la dimension de notre tableau multidimensionnel NumPy. Supposons que nous voulons générer par exemple une matrice de 4 x 4 avec des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1. Nous allons donc préciser les espaces 4 et 4. Ensuite, nous ferons un sns.heatmap. Nous passerons entre parenthèses notre data heatmap suivi du paramètre annote pour spécifier que nous avons besoin d'annoter notre heatmap. Et nous le mettrons à true. Ensuite, nous définirons notre titre, title, carte de chaleur avec Seaborn. Et comme d'hab, à la fin, nous ferons un plt.show. Nous allons également agrandir la taille de la figure pour pouvoir bien visualiser tous nos graphes. Si on exécute, nous pouvons voir que nous avons dessiné notre carte de chaleur avec Seaborn, qui est tout simplement une matrice de valeurs aléatoirement générées comprises entre 0 et 1. Et là, nous voyons que nous avons une échelle de couleurs en fonction de la valeur. Nous voyons que plus nous nous rapprochons de 0, plus la couleur est sombre. Et plus nous nous rapprochons de 1, plus la couleur est claire. Et nous voyons effectivement que les valeurs très proches de 1 comme 0,95, 0,91, 94 sont des valeurs qui sont relativement claires. Et les valeurs les plus sombres sont effectivement les valeurs qui sont proches de 0. Donc, nous venons ainsi de dessiner une heatmap avec Seaborn et ces heatmaps seront très utilisés pour analyser les corrélations qui peuvent exister entre différentes variables. Par exemple, nous dirons que la corrélation entre 0, la variable 0 et la variable 1 est de 0,91. Donc, ces deux variables sont fortement corrélées. Par contre, la corrélation entre la variable 1 et la variable 3 est de 0,018. Donc, elles sont faiblement corrélées. Les boxplots sont un type de graphique parfaitement taillé pour pouvoir interpréter la distribution d'une variable. Elles visualisent les éléments statistiques clés permettant de comprendre la dispersion d'une variable comme la moyenne, les quartiles,
les valeurs minimum et maximum et même les valeurs aberrantes. Alors, pour expérimenter les boxplots, nous allons réutiliser le tableau des catégories que nous avons défini tout à l'heure. Il s'agira en fait de générer des distributions de valeurs par catégorie. Donc, nous allons l'appeler Y par catégorie égale, et nous allons utiliser la compréhension de liste. Donc, nous ferons un numpy.random.rand. Nous générerons 25 valeurs, une distribution aléatoire de 25 valeurs pour chacune des catégories. In categories. Donc là, nous avons créé un tableau qui va contenir un vecteur de 25 valeurs générées aléatoirement pour chacune de nos catégories. Comme d'habitude, nous allons dessiner notre figure, ensuite notre boxplot, en passant en X les différentes distributions par catégorie, et en label, nous aurons nos différentes catégories. Ensuite, nous allons labelliser chacun des axes. En X, on aura les valeurs. Et en Y, on aura les catégories. Nous allons définir notre titre. Ça sera tout simplement boxplot. Et nous allons afficher notre figure. À l'exécution, nous pouvons voir que nous avons effectivement notre boxplot qui représente les distributions pour chacune de nos catégories. Et comme vous l'aurez sûrement remarqué, nous avons inversé les labellisations des axes. Donc, nous pouvons juste préciser la Y-label pour préciser qu'en Y, on a plutôt des valeurs et en X, on a des catégories. Si on re-exécute, on peut voir effectivement que nous avons nos différentes catégories et les distributions pour chacune de nos catégories. Ce que nous devons comprendre dans un boxplot, si je considère une distribution donnée, c'est que nous avons plusieurs informations comme la médiane qui est dessinée en orange. Nous avons ensuite les quartiles. Nous avons le premier quartile, le troisième quartile, et ensuite nous avons la valeur minimum et la valeur maximum de la distribution. Donc, le boxplot nous permettra également d'identifier de potentiels outliers dans les distributions. Dans ce cas, si nous avions des outliers, par exemple dans la distribution A, cela aurait été représenté par des points en dehors de la plage de la distribution. D'ailleurs, la classe DataFrame de la librairie Pandas que vous avez appris avec Jordan contient une méthode qui permet de représenter ce graphique de boxplot pour chacune des colonnes du DataFrame. Nous allons conclure avec les diagrammes circulaires en Matplotlib. Alors, si nous reprenons l'exemple tout à l'heure que nous avons utilisé pour dessiner les diagrammes en bâton, nous allons régénérer notre tableau de valeurs avec numpy.random randint que nous avions généré entre 10 et 100 et nous avions généré 4 valeurs. Alors, pour pouvoir dessiner un diagramme circulaire en Matplotlib, nous allons utiliser la fonction plt.py. Nous allons lui préciser comme x notre vecteur des valeurs et nous allons spécifier beaucoup d'autres paramètres comme le start angle qui définit l'angle de base et nous allons mettre par exemple 140, valeur aléatoire. Ensuite, une liste des couleurs pour chaque secteur de notre diagramme circulaire. Nous allons choisir du rouge,
du vert, du jaune et du bleu ciel. Nous n'avons pas besoin d'un X et d'un Y label puisqu'il s'agit d'un diagramme circulaire. Et notre titre sera diagramme circulaire. Si on exécute, nous pouvons voir que nous avons notre diagramme circulaire qui a été généré avec les différentes couleurs représentant chaque catégorie. Il est également possible de labelliser notre diagramme circulaire afin de clairement identifier chaque catégorie. Pour cela, nous devons juste spécifier le paramètre labels auquel on passera notre tableau des catégories. À l'exécution, nous pourrons voir effectivement que nos différentes catégories ont été labellisées sur notre diagramme circulaire. Si nous souhaitons modifier pour commencer plutôt à partir de 0 degré, pour que la catégorie A soit dessinée à partir de là, par exemple, nous allons tout simplement changer 140 et mettre 0. Et on teste. Nous voyons effectivement qu'il a commencé à dessiner les catégories à partir de 0 degré. Pour finir, si nous souhaitons préciser les pourcentages de chaque secteur de catégorie par rapport à la totalité du cercle, nous pourrons spécifier un paramètre supplémentaire, auto PCT, et nous allons spécifier la précision. Entre des pourcentages, nous mettrons 1.1 F pour dire que les pourcentages de chaque secteur doivent être représentés avec ce format. Si nous exécutons, nous voyons effectivement que les pourcentages de chaque secteur de catégorie par rapport au cercle total ont été spécifiés avec la précision que nous avons définie. Alors, nous avons exploré ensemble deux outils phares de visualisation en Python que sont Matplotlib et Seaborn, et nous avons vu comment nous pouvons les utiliser pour dessiner des graphiques très spécifiques que vous utiliserez très fréquemment lorsque vous analyserez vos données. Nous avons juste parcouru quelques concepts fondamentaux de ces librairies, bien qu'elles regorgent beaucoup d'autres fonctionnalités que je vous invite à aller expérimenter par vous-même en vous servant de leur documentation. Il existe également bien d'autres librairies de visualisation en Python comme Plotly qui regorgent des fonctionnalités très similaires aux deux bibliothèques que nous avons abordées dans cette vidéo. Je vous invite pour les curieux à les expérimenter en vous servant de leur documentation. Par la suite, nous allons mettre en pratique ce que vous avez appris avec Jordan sur la librairie Pandas, combiné avec les outils de visualisation comme Matplotlib et Seaborn que nous venons de voir, à travers un projet comme d'habitude. Je vous invite donc à activer votre cloche de notification et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur ce projet. Pensez également à liker cette vidéo si vous avez aimé cette leçon. Merci et à très bientôt sur Mastering AI.